Alors, bonjour à tous, toutes et à tous. Bonjour Agnès. Donc, nous allons démarrer aujourd'hui sur le thème Comment sécuriser le travail, qui va nous être Ok. présenté par Maître Caroline Grégo, pardon. Oh. Et je vous propose de mettre dans le petit onglet Converser pour ceux qui ne maîtriseraient pas en bas vos questions au fur et à mesure que je poserai à Caroline tout au long de sa présentation. Ça vous convient? Allez, eh ben, je laisse la parole à Caroline pour démarrer la présentation et n'hésitez pas à mettre vos petites questions. À tout à l'heure. C'est parti. Bonjour. Bonjour à tous. Je me présente donc Caroline Blanchard-Crigo. Je suis avocat associé au sein du cabinet Capstan Avocat. Nous sommes un cabinet spécialisé en droit du travail, droit de la sécurité sociale. Nous intervenons auprès d'une clientèle exclusivement constituée d'entreprises et à ce titre-là, nous avons une mission essentiellement de conseil à côté d'une mission qui consiste à assurer la défense des intérêts de nos clients devant les juridictions. Mais c'est vrai que pour ma part, en tous les cas, j'interviens exclusivement en conseil auprès de mes clients. Et la question du télétravail a été une question assez prégnante et présente au cours des derniers mois, notamment pour des clients et des entreprises qui n'avaient jamais eu l'occasion de le mettre en place. Et ça a été une situation parfois assez compliquée et douloureuse pour certains, et pour d'autres, eh bien, ça a été une forme de révélation. Quoi qu'il en soit, dans tous les cas, que ce soit pour le mettre en place de manière pérenne ou de manière ponctuelle en cas de circonstances exceptionnelles comme celles qu'on rencontre actuellement, la sécurisation du télétravail est une question essentielle. Et en 3/4 d'heure là, dont on dispose, je vais l'aborder déjà du point de vue de la mise en place, et ensuite du point de vue des conditions de mise en œuvre, les points de vigilance dans la mise en œuvre pratique au quotidien, puisque c'est aussi là que parfois on peut rencontrer des difficultés, notamment avec les télétravailleurs. Donc, comme je suis juriste, nécessairement, et je commence toujours par une petite définition et puis la fixation aussi d'un cadre légal. Un cadre légal sur lequel je ne vais pas m'attarder, mais simplement pour vous dire que le dispositif légal qui existe aujourd'hui dans le Code du travail est issu d'une ordonnance du 22 septembre 2017, donc qui est très très récent, et qui a mis en place une forme de petite révolution à travers un assouplissement fort des modalités de mise en place du télétravail dans l'entreprise. Et on a également la loi du 29 mars 2018 qui est la loi de ratification de cette ordonnance, qui elle est véritablement venue apporter encore un souffle d'air supplémentaire, puisqu'elle a supprimé l'exigence de l'accord collectif ou de la charte pour la mise en place du télétravail dans l'entreprise, ce qui fait qu'aujourd'hui, comme vous le savez, puisque vous avez sûrement eu à en faire usage, le télétravail peut être mis en place directement par accord avec le salarié. Alors, ça présente des limites, on va le voir, mais effectivement, au-delà du cadre collectif qui était initialement la règle, on a progressivement dévié, en tous les cas tendu vers une mise en place parfois individuelle pour les besoins de la cause, même dans certaines petites entreprises où la négociation ne s'avérait pas forcément essentielle. Donc, c'est un atout majeur. Ces dispositions légales sont la base, si vous voulez, de mon propos aujourd'hui, au-delà de 2 accords nationaux interprofessionnels qui sont donc négociés au niveau national par les partenaires sociaux. Donc, un accord fondateur de 2005, sur lequel aussi j'appuie mon propos, qui est le texte de base sur le télétravail, puisque c'est de lui que part finalement la mise en place du télétravail en France. Et puis, on a également un accord très récent, un accord interprofessionnel du 26 novembre 2020, qui, lui,
ne se substitue pas à l'accord fondateur de 2005, mais vient apporter quelques précisions qui a été négociées récemment à la demande notamment du MEDEF pour apporter certains assouplissements et certaines précisions sur les modalités de mise en œuvre du télétravail au regard notamment de la situation spécifique que l'on a pu, que l'on rencontre encore d'ailleurs actuellement. Donc, cadre légal, mais également définition issue de la loi. Évidemment, le télétravail, qu'est-ce que c'est ? On part d'une définition et ça nous permet effectivement de définir à chaque fois, de déterminer précisément si on peut parler de télétravail ou pas. Donc, le télétravail, c'est toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur, premier élément de la définition, est effectué par un salarié hors de ses locaux, deuxième élément de la définition, de façon volontaire, troisième élément, en utilisant les technologies de l'information et de la communication. Quatrième élément. Qu'est-ce qu'on y voit ? Eh bien, on y voit tout. On y voit que d'une part, typiquement, un commercial qui n'aurait pas de poste de travail habituel dans les locaux de l'employeur ne peut pas être identifié comme un télétravailleur, simplement parce que sa mission, il ne peut pas l'exécuter dans les locaux de l'employeur. Il s'agit véritablement de missions qui peuvent être exécutées dans les locaux, mais qui, exceptionnellement, sont effectuées hors de ces locaux. De façon volontaire, c'est important. Volontaire, pourquoi ? Parce que le volontariat, c'est l'essence même du télétravail. Alors, effectivement, actuellement, on rencontre une situation particulière et on a une exception légale et on va le voir. Mais l'accord du salarié est déterminant dans la mise en œuvre du télétravail et en utilisant les technologies de l'information et de la communication, ce qui signifie qu'on ne pourra pas identifier tout type d'activité, notamment à domicile ou en dehors de l'entreprise, comme étant du télétravail, puisqu'il faut nécessairement que ces outils spécifiques soient utilisés et soient nécessaires dans le cadre de l'exécution de la mission du salarié. Et enfin, alors... Une question. Oui, alors je ne sais pas si je te tutoie ou pas, j'allais te tutoyer. Oui, bien sûr, on peut se tutoyer, Caroline. Caroline, j'ai une question. Oui. L'ANI signé le 26 novembre a-t-il été définitivement co-signé par les partenaires sociaux? La première. Oui. Et la deuxième, c'est chartes ou accords d'entreprise doivent-ils être obligatoirement validés par un juriste ou les modèles des branches professionnelles, c'est ça, Hervé, suffisent-ils? Les exemples de modèles des branches professionnelles suffisent-ils? Alors, la validation par un juriste, donc j'ai répondu à la première question, hein, ça a été signé. La validation par un juriste, évidemment, je suis juriste, donc je ne vais pas vous dire non, ne faites surtout pas appel à un juriste. La seule chose, c'est qu'il faut les modèles. Pour ma part, vous voyez, j'en fais tous les jours et pour autant, même si j'ai des trames, etc., il y a un moment donné, il faut adapter aussi le texte à l'entreprise. Donc, parfois, les modèles ne suffisent pas et parfois, ça peut aussi vous restreindre dans votre démarche, vous contraindre et limiter votre champ d'action parce que vous allez penser, parce que vous n'avez pas la maîtrise totale de ce que vous pouvez ou pas faire, si vous n'avez pas toutes les connaissances, et ça, effectivement, ça dépend de votre champ de connaissances, mais si effectivement, vous n'avez pas tous les champs de connaissances, vous n'allez peut-être pas aller au bout de votre démarche et de votre réflexion dans ce que vous voulez mettre en place, pensant peut-être que vous ne pouvez pas le faire, alors que fondamentalement, vous pourriez le faire. Donc, c'est pour ça que parfois, c'est intéressant de se rapprocher de quelqu'un qui sait, pour vous aiguiller en tous les cas dans l'adaptation de la règle que vous allez fixer dans l'entreprise. Et le télétravail, c'est un exemple type de ce type de démarche en tous les cas. Voilà. Je peux continuer. Merci. Merci. Donc, critères de régularité, voilà, que je voulais rappeler, qui a été supprimé depuis 2017 et qui, du coup, effectivement, donne un tournant au télétravail en France, puisque
alors que le télétravail occasionnel, identifié à une époque comme ce qu'on appelait le télétravail gris, n'était pas légal à proprement parler, et bien aujourd'hui, il le devient, et dans la mesure où le télétravail peut être effectivement occasionnel, ponctuel, on peut le définir comme on le souhaite. Et c'est en cela justement que les fameux modèles sont très difficiles à réaliser, à établir, dans la mesure où effectivement on peut avoir tout type de modalités de mise en œuvre du télétravail, et on n'est pas nécessairement dans une démarche où on va définir un nombre de jours par semaine requis, obligatoire. On peut définir un volume de jours dans l'année qui peuvent être mobilisés comme le salarié le souhaite, et s'il le souhaite. On peut être sur des cas spécifiques de mobilisation de jours de télétravail, par exemple, pour travailler sur un certain type de dossier de manière ponctuelle, mais ça ne va pas être systématique. On peut prévoir tout type de modalités d'organisation, donc il ne faut pas se freiner de ce point de vue-là. Comme je disais tout à l'heure, le télétravail, c'est forcément un travail qui est réalisé en dehors des locaux de l'entreprise. On identifie le domicile, comme c'est le lieu auquel on pense en tout premier lieu, mais pour autant, effectivement, on peut avoir d'autres lieux d'exercice du télétravail qui se sont développés ces dernières années et qui sont destinés à se développer d'autant plus que le domicile n'apparaît pas forcément comme la panacée, la solution idéale, au regard notamment des risques professionnels qu'il engendre, que l'on identifie comme l'isolement notamment, et les risques musculo-squelettiques que l'activité au domicile du salarié peut présenter plus que sur le lieu de travail, si on n'a pas forcément un poste ergonomique, si on a un salarié qui n'est pas diligent et qui va s'installer sur son canapé avec l'ordinateur sur les genoux face à la télé, c'est sûr qu'à terme, ça peut avoir des conséquences physiques. Bref, pour toutes ces raisons-là, effectivement, on peut imaginer que dans un avenir assez proche, on ait un développement des lieux de télétravail dans les espaces de coworking, notamment à proximité du domicile des salariés. Alors justement, nous avons une question, Caroline, Oui. Qui dit, vous parlez de volontariat, or aujourd'hui, de nombreux salariés sont mis en télétravail sans forcément leur accord. Est-il indispensable d'avoir un consentement écrit? C'est vrai que c'est une question qui revient très régulièrement. Alors, justement, voilà. Donc ça, c'est, comme je vous l'ai dit, c'est la définition légale, c'est le principe. Effectivement, on va l'aborder. On a les circonstances exceptionnelles, et c'est un autre texte du Code qui prévoit effectivement, dans des cas spécifiques, notamment en cas de menace épidémique, la possibilité pour l'employeur de mettre en place unilatéralement le télétravail, donc sans l'accord du salarié, en considérant qu'il s'agit d'un simple aménagement du poste de travail, d'accord, pour assurer la sécurité finalement des salariés. Donc dans cette hypothèse très spécifique, alors effectivement en mars, ça ne posait pas de problème de parler de circonstances exceptionnelles dans la mesure où on était dans un cas où on n'imaginait pas on n'imaginait pas avoir duré pendant des mois. Là, c'est vrai que pour beaucoup, eh bien, ça fait long et on se dit que l'exception devient la règle. C'est un peu le souci pour certains. Au demeurant, on est toujours en phase de crise sanitaire épidémique. Donc, de ce point de vue-là, il est tout à fait défendable de dire que dans cette hypothèse, le télétravail peut être imposé aux salariés dès lors qu'il s'agit d'une modalité d'aménagement du travail ponctuel le temps de cette crise. Mais à l'issue, effectivement, il faudra faire le point avec les salariés sur les modalités et se mettre d'accord avec eux dans l'hypothèse où on voudrait poursuivre le dispositif.
Donc, sur les formes de télétravail, je vous l'ai dit, et dès lors, après avoir défini ce qu'est le télétravail, nous allons aborder la question de la mise en place. La mise en place donc, de droit commun et la mise en place en cas de circonstances exceptionnelles. Et du coup, je reviendrai sur les modalités de mise en place unilatérale. Sur la mise en place de droit commun, j'ai envie de dire, en cas de circonstances de situation normale, le principe serait effectivement pour l'employeur de déterminer la mise en place du télétravail soit dans le cadre d'un accord d'entreprise, et dans ce cas-là, effectivement, soit il a des délégués syndicaux dans l'entreprise et il négocie avec des délégués syndicaux, soit il n'en a pas, il a un comité social économique et dans ce cas-là, il peut négocier avec le CSE, mais s'il n'en a pas, il peut également négocier avec des salariés mandatés et s'il n'en a pas, si c'est une entreprise de moins de 20 salariés, par exemple, il peut même le mettre en place par accord référendaire. Donc, en emportant l'adhésion de la majorité des salariés de l'entreprise. Donc, l'accord d'entreprise est, si vous voulez, une modalité qui est accessible in fine à toutes les entreprises. Mais si on n'est pas forcément dans cette démarche de négocier un accord, on peut toujours le faire dans le cadre d'une charte qui, dans ce cas-là, est élaborée exclusivement par l'employeur, donc de manière unilatérale, mais il devra quand même consulter le CSE s'il existe dans les entreprises au moins de 50 salariés. Le fait est que dans les deux cas, à partir du moment où on met en place un dispositif collectif qui impacte les conditions de travail, qui nécessairement aura un impact sur la santé et la sécurité des salariés, l'information, la consultation du CSE, préalablement même à la négociation de l'accord, la consultation sur le projet de mettre en place et même d'envisager cette négociation doit être réalisée dans la mesure où le CSE, effectivement, est le garant de la santé et la sécurité des salariés. Et ce qui est nouveau avec les dispositions légales actuelles depuis 2018, c'est qu'effectivement, si on n'a pas décidé de mettre en place un dispositif dit collectif, eh bien, on pourra malgré tout le mettre en place de manière individuelle, au cas par cas, avec chaque salarié, en recueillant leur accord par tout moyen. Le texte le dit, par tout moyen. Donc, ça peut très bien être directement dans le contrat de travail, par un avenant donc, ultérieurement à l'embauche. Ça peut être par un échange de mail, par un simple échange de courrier, etc. Le fait est que dans l'absolu, et le dernier accord interprofessionnel nous le confirme, l'important c'est quand même de s'assurer de l'accord du salarié, puisque comme je vous l'ai dit, la volonté du salarié en période hors crise est obligatoire. Et vous devez donc vous assurer de l'avoir bien recueilli et en conserver la preuve. J'ai une question, Caroline. Est-ce que vous avez un modèle de charte à proposer, à transmettre aux participants, ou est-ce qu'on peut en trouver un modèle quelque part? Alors, un modèle quelque part, honnêtement, je ne sais pas. Parce que je vais rarement quelque part. Je vais surtout dans ma tête. Mais pour nous, un modèle de charte, je peux voir. Parce que honnêtement, avoir une trame toute faite, je ne suis pas sûre qu'on en ait. Mais je peux regarder, je peux voir ce qu'on a. Je sais qu'on a fait des choses quand même assez... Alors, on a fait des choses assez basiques qu'on a dupliquées là en temps de crise. Donc, je ne sais pas si ça peut intéresser. Ça peut intéresser ou pas? Parce que ça, c'est quelque chose que je Agnès, peux... est-ce que ça peut vous intéresser? Oui. On me D'accord. répond que oui. Voilà. Bon, après, adapter, hein, c'est avec toutes les réserves, vous savez comment on est, hein, avec tous les parapluies, tous les... Mais bon. Et donc, au-delà donc, de ce cadre de droit commun, parce que j'ose espérer qu'à un moment, on va y revenir au droit commun, on a également donc, cette possibilité de mise en place unilatérale qui est prévue par la loi et que je vous ai évoquée tout à l'heure et qui s'applique actuellement donc, en cas de circonstances exceptionnelles comme une menace épidémique. Voilà. On a aussi dans le texte la force majeure qui est évoquée ou encore les pics de pollution. Voilà. Quand on négocie un accord ou qu'on
élabore une charte, on a légalement un contenu obligatoire qui est prévu donc par le texte, et on a 5 dispositions impératives. Je vais revenir sur certaines d'entre elles dans la suite de ma présentation. Donc, on a les conditions de passage en télétravail et les conditions de retour à une exécution du contrat sans télétravail, donc ce qui concerne notamment les critères d'éligibilité. C'est un point sur lequel je vais un peu m'attarder. Les modalités d'acceptation par le salarié des conditions de mise en œuvre du télétravail qui tiennent effectivement au formalisme qu'on va définir dans l'accord ou dans la charte, un formalisme plus ou moins poussé en fonction de ce qu'on attend et des modalités que l'on va définir pour obtenir l'accord du salarié. On a aussi à définir, c'est la loi qui le dit, les modalités de contrôle du temps de travail et de régulation de la charge de travail. Donc, on va faire un petit point là-dessus. Et la détermination des plages horaires durant lesquelles l'employeur peut habituellement contacter le salarié, puisque c'est aussi un point important et qui peut aussi avoir une certaine souplesse qu'on peut définir dans ce texte. Et s'agissant des modalités d'accès des travailleurs handicapés au télétravail, je ne fais pas de développement spécifique, mais sachez qu'effectivement, les travailleurs handicapés, du seul fait de leur handicap, peuvent solliciter, même s'ils ne sont pas forcément éligibles en application de l'accord ou de la charte, peuvent solliciter la mise en place du télétravail les concernant, et l'employeur devra justifier et motiver éventuellement son refus par des raisons en tous les cas objectives. Donc, dans le contenu légal, comme je vous le disais, notamment, on a en premier lieu les conditions de passage en télétravail, les critères d'éligibilité sur lesquels je vais revenir tout à l'heure, l'organisation du télétravail, le lieu, évidemment, si on sort du domicile, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, la répartition en cas de télétravail partiel, le nombre de jours, comme je vous l'ai dit aussi, les modalités d'organisation de ce télétravail en termes de temps partagé, le matériel qui est confié, le rappel de la charte informatique, c'est important parce que l'utilisation des outils informatiques doit être précisée, notamment et encore plus pour les télétravailleurs, puisqu'ils ne sont pas non plus sur site, et donc on n'a pas non plus une visibilité permanente aussi sur leur manière de travailler et de fonctionner. Tout l'aspect relatif à la vérification des installations au domicile du salarié, on va en parler parce que je sais que c'est parfois des sujets qui posent problème. La période d'adaptation, on va généralement toujours prévoir une période d'adaptation pendant laquelle on va mettre en place le télétravail, on va permettre à chacune des parties de revenir dessus s'il s'avère que le salarié ne s'y fait pas, ou si finalement son poste n'est pas adapté à cette modalité d'organisation du travail, ou au contraire l'employeur qui constate peut-être une insuffisance, un manque d'autonomie, etc., permettre pendant un laps de temps, en tous les cas, à chacune des parties de revenir sur le dispositif. On peut aussi prévoir des modalités de compte rendu de liaison avec l'entreprise, un certain nombre de formations. C'est de plus en plus recommandé, notamment dans le cadre du dernier ANI, où on a tout un aspect relatif à la formation, que ce soit des télétravailleurs, mais aussi des managers dans l'encadrement des salariés à distance, et toute la question des frais ou encore des assurances, notamment du domicile, un point sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Et pour les conditions... J'ai une question, Caroline. Oui. Pouvez-vous préciser les obligations légales de l'employeur, les responsabilités pénales éventuelles en cas de difficulté ou d'incident? Difficulté, quelle difficulté? Jean-Claude, est-ce que tu veux préciser? Mais bon, quoi qu'il en soit... Tu peux prendre la parole, sinon. Mais quoi qu'il en soit, la responsabilité, c'est la même que si un accident, si on parle d'accident, par exemple... Différence d'installation, par exemple. Différence d'installation. Alors, différence d'installation, c'est-à-dire
Jean-Claude, On va supposer. mets ton micro hein, si tu veux pour préciser. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, bonjour. Pour tout dire, j'ai une carrière de DRH et j'étais parfois confronté à cette mise en œuvre de télétravail. Et ça a donné lieu très, très souvent, avant la pandémie, bien sûr, et c'est important que je le précise, à des difficultés d'interprétation sur qui s'occupe du matériel, qui ne s'en occupe pas, qui vérifie qu'il n'y a pas une prise multiple avec un chauffage, un ordinateur et des visions branchées sur la même prise. De valider le temps de travail, si on travaille le matin de 7 à 9, et puis après on fait une interruption, puis après on retravaille de 14 à 17, et puis on travaille de 22 à 23. Voilà, au nom du principe et du proverbe que vous connaissez sûrement, le diable est dans les détails. Oui. Donc, en quoi la pandémie et les nouveaux textes ont pu soit alléger, ouais. Soit au contraire renforcer ce genre de points de friction que j'ai appelé différences d'installation ou différences de point de vue que j'ai connues dans les périodes avant la pandémie. Merci. Je vous en prie. Écoutez, en fait, pour moi, il n'y a pas de changement. On est toujours dans la même démarche et dans les mêmes, évidemment, difficultés. Le fait est que là, l'ANI de novembre 2020 vient quand même dire que dans l'absolu, ce qui est une réalité, hein, on ne peut pas demander à l'employeur la même exigence, si vous voulez, en termes de contrôle et de sécurisation lorsque le travail est exécuté donc, au domicile du salarié, là où il n'a pas forcément la mainmise nécessairement et un pouvoir de contrôle absolu, notamment sur les installations et autres. Donc, c'est un principe, si vous voulez, qui va de soi, qui est rappelé quand même expressément dans cet accord interprofessionnel, bon, qui n'est qu'un accord interprofessionnel justement conclu par les représentants du patronat et des syndicats, mais pour autant, voilà, il a une force et on tend quand même vers cela, c'est-à-dire qu'on ne va pas forcément, effectivement, on imagine bien qu'on ne va pas forcément avoir les mêmes attentes vis-à-vis de l'entreprise et de l'employeur au domicile du salarié sur le lieu de travail en termes de sécurité. Là, je parle surtout sur les installations électriques et autres. Voilà. Après, sur l'ergonomie du poste, honnêtement, là, moi, pour le coup, je suis bien plus réservée. Pour moi, l'employeur a la même obligation et il doit assurer cette ergonomie. J'espère que vous ne voyez pas mes mails qui arrivent. Cette ergonomie du poste et à ce titre-là, il doit fournir tout le matériel nécessaire et tout le mobilier pour s'assurer que son salarié puisse être dans de bonnes conditions. Voilà. Maître, oui. Pardonnez-moi, Christophe Tassanou de la Semeuse. Tout d'abord, tous mes meilleurs voeux. Meilleurs voeux, je suis ravie de vous entendre. J'ai deux petites questions, une question complémentaire et puis une question annexe au sujet qu'on vient d'évoquer. En ce qui nous concerne, on nous a conseillé, pour les salariés qui sont en télétravail, qu'ils fassent en sorte de faire une déclaration à leur assurance en indiquant que durant quelques mois, plusieurs jours par semaine, ou même d'ailleurs la semaine complète, ils sont en télétravail. Et j'ai eu des retours de salariés qui m'ont indiqué que la plupart de leurs compagnies d'assurance ne leur ont pas facturé d'ailleurs de quelconques frais supplémentaires et ont juste enregistré la déclaration. Donc voilà, je voulais savoir ce que vous pensez de ce… Alors, oui. Je fais un point là-dessus, mais très rapide, donc il n'y a aucun souci qu'on l'aborde maintenant. Effectivement, l'assurance du domicile est obligatoire de ce point de vue-là. Et généralement, c'est vrai que finalement, pour l'exercice d'une profession au domicile, même de manière ponctuelle dans le cadre du télétravail, l'assurance habitation généralement couvre les dommages qui seraient liés à l'exercice de ces missions-là. Mais parfois, c'est vrai qu'il y a un complément
d'assurance qui est facturé, mais ça reste vraiment minime. Et dans ce cas-là, c'est à l'employeur de le prendre en charge, mais c'est une histoire de quelques euros. Hein. Oui, en général, ça reste très modique. Ouais. Hein. En effet, Oui, je n'ai pas eu le cas pour l'instant, mais oui, de toute façon, on le prendrait en charge. Et puis, peut-être allez-vous l'aborder plus tard, et dans ces cas-là, vous nous répondrez plus tard. Mais nous, il nous arrive aussi, parce que les salariés ne sont pas forcément équipés informatiquement, et d'ailleurs, on l'a inclus dans notre charte, de leur fournir les équipements nécessaires, parfois même une imprimante, tout simplement, parce qu'ils ont un PC, mais pas d'imprimante. Pour rebondir à la question du précédent intervenant, quid en termes de responsabilité quand c'est un matériel fourni par l'entreprise? C'est-à-dire s'il y a un souci? Oui, voilà, oui. Donc là, on imagine le cas d'école qui n'arrive jamais, c'est-à-dire l'imprimante qui va exploser et qui va… Voilà. J'adore parce que j'ai toujours les questions sur lesquelles je n'ai pas d'expérience pratique puisque ça n'arrive jamais. Mais c'est vrai qu'il faut les imaginer absolument, ces hypothèses-là. Mais si c'est la responsabilité du fait de la chose. Hein. Donc là, ça serait effectivement la responsabilité de l'employeur. Et l'imprimante met le feu à la maison. Ah oui. Et je ne souris pas, j'ai une de mes amies, alors il se trouve qu'elle était DRH, son grille-pain a sauté, ça a mis le feu à sa villa. Ah, voilà. D'accord. Bon, heureusement, c'était le grille-pain, on va dire. Et heureusement, c'était une DRH. Avec une humour très noire. Non, mais elle a eu d'énormes dégâts, vous pouvez l'imaginer. Elle a pas de grille-pain. Oui, donc c'était une imprimante. Non, mais là, clairement, c'est la responsabilité. Pour moi, il n'y a aucun sujet sur le fait qu'il n'y a pas de discussion sur le fait que la responsabilité de l'employeur, dans ce cas-là, peut être engagée. Donc, son assurance, notamment, oui. D'accord. On a intérêt à aussi faire valider et s'assurer que le collaborateur a une assurance valide pour couvrir sa partie à lui, évidemment avec la responsabilité de l'employeur, soit en première main, soit en deuxième main. Exactement. Oui. Donc, oui, pardon. Alors, encore une question après. Bon, après, moi, je n'aurais pas de problème. De toute façon, à un moment, ça dure 1 heure. Donc, si je n'arrive pas à aborder tous les sujets, mais que vous me posez des questions relatives au sujet que je comptais aborder, il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun souci. Alors, dites-moi. Alors, nous avons de Emmanuel, un accord de télétravail doit-il associer une clause de droit à la déconnexion si celle-ci n'a pas encore été mise en place par la société? Très bonne question. Oui, alors, juridiquement, on va dire, ça n'est pas obligatoire. Maintenant, on le préconise fortement. Surtout si, forcément, si vous avez par exemple des salariés au forfait jour, c'est obligatoire d'avoir une charte, notamment sur la déconnexion. Donc, c'est vrai qu'on a souvent des salariés en forfait jour en télétravail, bon, pas que maintenant, hein, puisque les habitudes et les usages ont changé récemment, mais donc oui, la déconnexion, ça me semble essentiel. Super. Alors, pour poursuivre, donc sur les conditions de retour à l'exécution du contrat de travail, donc sur la réversibilité du télétravail, je vais passer vite. Simplement, on a légalement une priorité pour occuper ou reprendre un poste sans télétravail, donc qui est ouverte aux télétravailleurs qui peuvent à tout moment solliciter le retour à temps plein dans l'entreprise. Et au-delà de ça, effectivement, on a toute une problématique sur la réversibilité du télétravail, notamment à l'initiative de l'employeur. C'est vrai que dans le dernier ANI, donc accord interprofessionnel de novembre 2020, il est effectivement prévu, en tous les cas, il y a une distinction qui est faite entre le télétravail qui serait une condition d'embauche, et là l'employeur n'aurait pas de possibilité de revenir dessus sans l'accord du salarié. Et par contre, si le télétravail serait mis en place dans le cadre d'un avenant après l'embauche, donc ultérieurement, plusieurs mois après, effectivement, dans cette hypothèse, on pourrait identifier des cas dans lesquels l'employeur pourrait unilatéralement revenir sur le télétravail. Alors, ce point-là me semble un peu limite, j'ai envie de dire.
dans la mesure où dans tous les cas, il faut l'accord du le télétravail est un élément contractuel puisqu'il faut son accord. Dès lors, permettre à l'employeur de revenir dessus unilatéralement, c'est un point qui a toujours fait débat. On a beaucoup d'accords, enfin, généralement, quand on fait un benchmark, les accords d'entreprise, d'une manière générale, prévoient toujours des cas de réversibilité unilatérale. On n'a pas de jurisprudence là-dessus. Donc, on peut imaginer voilà, qu'en pratique, on puisse le prévoir, au moins dans les accords. Maintenant, dans la mesure du possible, tenter quand même d'avoir l'accord du salarié serait préférable. Et on imagine les cas où le salarié souvent est en difficulté, n'arrive pas à assumer ses fonctions à distance, etc. C'est vrai que c'est des cas dans lesquels parfois l'employeur est un peu démuni parce qu'il n'est pas en mesure forcément de demander unilatéralement au salarié de revenir. Mais l'idée, c'est de convaincre aussi le salarié de l'intérêt pour lui de revenir. Donc, sur les conditions d'éligibilité et possibilité de refus de l'employeur, donc on est toujours sur le premier point qu'on va devoir préciser dans le cadre de l'accord ou de la charte. Sur les salariés éligibles, le fait est que le Code du travail n'exclut aucun salarié du bénéfice du télétravail en principe, hein, donc en théorie il est ouvert à tous, mais parfois effectivement pour des raisons évidentes qui sont liées soit à certaines activités, soit au profil du salarié, l'accès au télétravail ne sera pas forcément ouvert à tout le monde. Quand je parle notamment d'activités, effectivement, on peut imaginer les cas où on a obligation de manipuler une machine, où on considère que le travail d'équipe est essentiel et qu'on ne peut pas, en présentiel évidemment, hein, on ne peut pas y remédier, même de manière temporaire, ce qui de nos jours, hein, avec ce qu'on a vécu, semble même plus tellement vrai, hein, alors que certaines entreprises jusqu'à présent invoquaient justement la nécessité de travailler en équipe comme étant un motif de restreindre au maximum le recours au télétravail. Et puis aujourd'hui, on voit bien qu'on arrive à travailler en équipe en étant à distance. Sur le profil du salarié, eh bien, ça pourrait être notamment le fait qu'il est en période d'essai, qu'il ne justifie pas d'une ancienneté suffisante, que c'est un salarié au regard de ses missions qui a besoin d'être encadré, qui n'a peut-être pas un logement compatible en raison soit de son installation électrique, soit de sa capacité. C'est peut-être un tout petit logement ou un logement occupé par plusieurs personnes, etc. On peut imaginer tout un tas de cas qui vont conduire à exclure certains salariés ou certaines catégories ou certains services carrément du télétravail. Donc, c'est l'accord ou la charte qui vont préciser effectivement les critères à remplir pour être éligible. Et donc, l'employeur, lorsque le salarié fait sa demande, l'employeur peut parfaitement refuser parce que les conditions d'éligibilité ne sont pas réunies. Donc, quand on nous dit à un moment donné, en mars, moi je faisais des bons de 10 mètres quand Muriel Pénicaud nous annonçait dans tous les journaux que le télétravail était un droit. Le télétravail n'est pas un droit pour le salarié, c'est un droit au regard des critères d'éligibilité qui sont définis dans la charte ou l'accord d'entreprise ou définis dans l'entreprise. Mais c'est un droit uniquement au regard de ces critères-là et pas au-delà. Ce n'est pas un droit absolu. Mais par contre, c'est vrai que pour ne pas tomber sous le coup d'une violation du principe d'égalité de traitement, il est à mon sens, nécessaire de fixer ces critères de sélection et de déterminer ces critères au regard d'éléments objectifs qui sont liés notamment aux conditions particulières d'exercice du travail en télétravail. Parce que si vous ne définissez pas en amont ces critères-là, vous exposez effectivement à des demandes incessantes de certains salariés qui ne sont pas au courant qu'on a une grille d'éligibilité qui a été, une grille de critères qui a été préalablement définie. Alors, si elle n'est pas dans un accord ou dans une charte, elle est peut-être dans votre tête, tout simplement. Mais à un moment donné, au regard, si le salarié n'a pas cette grille et n'en a pas connaissance, nécessairement, il va revendiquer, il va se sentir en droit de revendiquer une organisation en télétravail et effectivement, vous pourrez être en peine de justifier
de critères objectifs pour vous y opposer. D'où l'intérêt initialement de définir des critères d'éligibilité et d'être hyper précis dans le cadre, enfin hyper précis. Après, il faut aussi avoir une certaine marge de manœuvre et une certaine souplesse, mais sur les critères d'éligibilité, vous pouvez les définir en déterminant s'il peut s'agir que des salariés à temps complet ou à temps partiel, mais à raison d'un certain temps de travail, que les salariés en CDI, ou les deux, CDI, CDD, qui disposent d'une certaine ancienneté ou pas. Hein, si vous faites de l'embauche, même pendant la période d'essai, ça peut être aussi un moyen d'attirer un certain public. Mais sinon, généralement, on le fait à l'issue de la période d'essai ou au-delà de 6 ou 12 mois d'ancienneté, soit dans le poste, soit dans l'entreprise en général, notamment si, dans le poste si on a eu une évolution de carrière. Il faut évidemment, généralement, c'est un critère qu'on identifie, déterminer, fixer l'autonomie comme étant un moyen, une condition nécessaire pour être éligible au télétravail, appartenir peut-être à un certain service ou un certain type de service dans l'entreprise qui sont conciliables avec le télétravail, ou évidemment exercer des fonctions qui apparaissent comme étant compatibles avec le télétravail et donc qui répondent à la fameuse définition que j'ai développée plus haut. Oui. Alors, désolée, j'ai pris une ligne entre-temps, donc je ne sais pas si on a répondu à la question de Nathalie entre-temps. En cas d'accord individuel, absence d'accord collectif ou charte, n'y a-t-il pas un risque de discrimination? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un risque d'inégalité de traitement. La discrimination, c'est forcément lié soit au sexe, soit à l'âge, etc. Donc, la discrimination, pas forcément. Mais en tous les cas, la discrimination, c'est un manquement à l'égalité de traitement à la base. Hein. Et ensuite, ça va être lié soit à certains critères spécifiques qui sont définis par la loi. Donc, effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure, on peut être dans l'inégalité de traitement si on ne définit pas préalablement les critères d'éligibilité. Et c'est pour cela d'ailleurs que je prends du temps pour en parler, parce que pour moi, c'est l'élément central et majeur qui m'incite à vous convaincre de la nécessité de partir sur un accord d'entreprise ou au moins une charte. Parce que la seule définition comme ça, avec les salariés de manière individuelle, sans concertation, sans dialogue social et sans harmonisation, c'est la porte ouverte à tous les débordements et à toutes les erreurs et effectivement les risques de mise en cause. Mais du coup, effectivement, en faisant ma présentation, j'ai dû répondre à les questions vu que c'est un propos que j'ai tenu tout à l'heure. Sur les exemples de critères d'éligibilité, on a aussi effectivement des critères qu'on peut définir comme la présence continue qui n'est pas forcément nécessaire au sein de l'entreprise, la présence continue du salarié ou un salarié qui n'occupe pas des fonctions soumises à des contraintes techniques spécifiques ou matérielles spécifiques, salarié qui n'exerce pas régulièrement les fonctions en dehors des locaux, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que les commerciaux ne sont pas forcément éligibles à ce type d'organisation du travail. Et au-delà de ça, on a des postes pour lesquels effectivement on va avoir, moi je pense aux mandataires judiciaires par exemple dans les associations tutélaires, c'est des gens qui ont beaucoup de travail administratif mais qui bougent beaucoup et qui vont beaucoup évidemment chez les majeurs protégés et donc sont rarement, sont sur site mais pas tout le temps, et si en plus on leur permet effectivement de faire du télétravail, fondamentalement ils ne pourront plus être sur site. Donc même si c'est compatible, c'est-à-dire que potentiellement c'est des missions et des tâches, une partie des tâches en tous les cas pourrait être exécutée à la maison, pour autant, est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est compatible avec le poste? Donc c'est là aussi où effectivement il faut mener une réflexion
pour s'assurer de l'opportunité de ce type de mise en place. Et puis ensuite, on a toute la question de la maîtrise de l'outil informatique qui est essentielle, puisqu'on l'a vu là récemment, pour certains, ça a été effectivement très compliqué. Et puis, on peut toujours exclure certains salariés, notamment ceux qui sont en formation, en alternance, pour lesquels il y a besoin d'une présence et d'un accompagnement individuel au sein de l'entreprise. Donc, comme je l'ai dit, le refus de l'employeur doit être motivé dans certains cas, c'est-à-dire que dès lors que vous avez défini des critères d'éligibilité, au sein de l'accord ou au sein de la charte, si vous refusez le recours, vous refusez un salarié le télétravail et que ce salarié répond aux critères d'éligibilité tels qu'ils ont été définis dans l'accord ou la charte, effectivement, vous devrez motiver votre décision parce que peut-être que vous serez contraint d'expliquer pour des raisons objectives. Par exemple, si vous ne fixez pas dans les critères d'éligibilité une question, peut-être un point géographique, l'accessibilité du domicile à la fibre, par exemple, si c'est des points que vous n'avez pas évoqués dans votre accord, mais pour autant ils sont essentiels pour permettre au salarié d'exercer ses fonctions à son domicile, eh bien, ça sera un élément objectif que vous pourrez opposer au salarié pour lui dire « Ok, vous répondez aux conditions telles qu'elles sont définies par l'accord, mais pour autant, en l'état de la localisation de votre domicile, on n'est pas en capacité d'accepter de répondre favorablement à votre demande. » Par contre, pour ceux qui ne répondent pas aux critères d'éligibilité et qui viennent demander comme ça du télétravail, on peut leur dire non sans motivation. Pour autant, pour moi, la loyauté veut aussi qu'on donne quand même des explications et l'explication serait simplement de leur dire qu'ils ne répondent pas aux critères d'éligibilité qui sont définis par l'accord ou la charte. Et vous voyez que dans mon propos, on comprend bien que finalement, sans accord avec un accord et une charte, finalement, on est bien plus protégé en tant qu'employeur pour justifier notamment des refus. Pour les travailleurs handicapés et les proches aidants, il faut savoir que ce sont des personnes qui ont la possibilité de demander une organisation du travail dans le cadre du télétravail. Donc, si en dehors de tout critère d'éligibilité, dès lors que c'est possible évidemment pour eux, au moins en partie, donc si l'employeur refuse, il doit impérativement le motiver. Et enfin, on peut aussi avoir du télétravail qui serait préconisé par le médecin du travail dans le cas d'aménagement de poste ou d'adaptation ou de transformation de poste. Et dans ce cas-là, eh bien, effectivement, si on veut s'y opposer, eh bien, il va falloir soit saisir le conseil de prud'homme en référé pour contester l'avis du médecin, soit, et c'est quand même ce que j'incite à faire, parce que c'est quand même, ça a plus de chances de succès, tenter de convaincre le médecin du travail que le télétravail n'est pas compatible avec les mesures, n'est pas compatible avec l'exercice des fonctions, tout simplement. Parce que c'est vrai que parfois, ils ont tendance à conseiller le télétravail à tout va pour des gens, pour leur éviter effectivement l'inaptitude, alors qu'in fine, il s'avère que c'est totalement incompatible avec l'exercice des fonctions. Oui. Nathalie demande si les explications actuelles que vous êtes en train de donner sont hors contexte exceptionnel pandémie. Oui, enfin oui et non, c'est-à-dire que oui et non. C'est le principe général, c'est le droit commun, j'ai envie de dire. Pour autant, effectivement, en cas de circonstances exceptionnelles, vous allez aussi pouvoir identifier des postes pour lesquels le télétravail est possible et des postes pour lesquels ça n'est pas possible. Donc, on est toujours dans la même démarche et d'où l'intérêt dans le cas, et ça, l'ANI, l'accord interprofessionnel le dit là, de novembre 2020, d'où l'intérêt à un moment donné, même dans l'accord et dans la charte, de prévoir le cas des circonstances exceptionnelles, justement, de prévoir précisément, suivant quelle modalité on va le mettre en place en cas de circonstances exceptionnelles, pour déjà fixer un cadre et pouvoir apporter des réponses aux salariés, parce que certains vont venir en disant « moi, je veux être en télétravail », alors même que ça n'est pas compatible, et eux vont venir vous dire « oui, non, mais c'est aussi
pour ma sécurité, d'accord, mais nous, employeurs, moi, employeur, je suis en capacité d'assurer votre sécurité sur le lieu de travail. Et le télétravail, d'accord, c'est une réponse, mais ça n'est pas forcément la seule réponse pour la prévention et la sécurité des salariés. On l'a érigé comme la règle absolue, mais fondamentalement, on a aussi d'autres moyens d'assurer la sécurité des salariés, même si on les fait venir dans l'entreprise. Donc, ça répond quand même à la question, puisque effectivement, on peut quand même définir des critères d'éligibilité, y compris en période exceptionnelle, de circonstances exceptionnelles, d'épidémies, etc. Donc, je vois que le temps passe et je ne vais pas trépasser, mais quasiment, si ça continue. Donc, sur les modalités d'acceptation, je vais passer rapidement. Vous l'aurez compris, dans l'accord ou dans la charte, on va pouvoir définir les modalités que l'on souhaite, soit prévoir que ça se fasse par avenant, soit prévoir qu'un simple échange de mail suffit ou une forme de courrier particulier. Et puis, si on a ni accord ni charte, eh bien, on pourra de la même manière recueillir l'accord du salarié dans un avenant qu'on va formaliser ou simplement dans le cadre d'un échange de mail. Et évidemment, je vous le dis, l'exception Covid veut qu'il n'y ait aucune obligation de recueillir l'acceptation expresse du salarié. Dans l'accord, on va prévoir les modalités de contrôle du temps de travail et la régulation de la charge de travail. Contrôle du temps de travail, on peut mettre un système d'autodéclaration, on peut mettre aussi en place un logiciel de pointage sur l'ordinateur. Pour les salariés au forfait jour, eh bien, on aura les mêmes dispositifs autodéclaratifs qui peuvent exister dans vos entreprises, vous permettre aussi d'assurer un pointage comme on peut déjà le préconiser, même en présentiel. Mais ça n'est pas, le pointage n'est pas obligatoire et je ne vais pas m'étendre sur ce sujet pour les forfaits jours. Mais en tous les cas, effectivement, généralement, on travaille sur l'autodéclaratif. Et sur la charge de travail, voilà, ayez en tête simplement que c'est quelqu'un qui doit avoir la possibilité de travailler comme s'il était sur son lieu de travail, donc ni plus ni moins. Et on doit évidemment aussi tenir compte peut-être des circonstances spécifiques de l'organisation du travail en télétravail pour fixer des délais d'exécution peut-être qui vont différer de ceux qui sont en présentiel. Avoir en tête aussi, en télétravail, normalement, un salarié a droit à un entretien annuel qui doit porter sur les conditions d'activité et la charge de travail spécifique, qui est un entretien qui n'est pas l'entretien professionnel ou l'entretien annuel d'évaluation. C'est un entretien spécifique ou, en tous les cas, qui peut peut-être être adossé à l'entretien annuel d'évaluation, mais qui devra comporter des questions spécifiques et propres à la question du télétravail. Sur les plages horaires aussi, important de déterminer effectivement les plages durant lesquelles l'employeur peut contacter le salarié en télétravail et aussi les plages pendant lesquelles le télétravailleur doit être joignable. On va avoir, soit on va fixer les horaires de travail habituels si on a quelqu'un qui est aux horaires, soit on peut aussi définir des plages restreintes pour favoriser la concentration ou permettre à un salarié de travailler sur un dossier spécifique. On va aussi pouvoir fixer des plages avec le salarié, quand il s'agit notamment d'un salarié au forfait jour, un salarié qui a une certaine autonomie, lui permettre de déterminer lui aussi les plages horaires auxquelles il pense préférable d'être contacté pour lui permettre aussi d'assurer son activité par ailleurs, s'il doit organiser des réunions, s'il doit manager des équipes, etc. Et puis, on pourra aussi prévoir des modifications en cas de circonstances exceptionnelles, notamment en cas d'absence de certains salariés au sein de service ou en cas d'urgence. Pour les circonstances exceptionnelles, on l'a vu, je vous l'ai déjà dit, on est dans une situation d'aménagement du poste de travail dans l'intérêt du salarié pour assurer sa protection. Donc, le salarié ne peut pas s'y opposer.
C'est un simple changement de ses conditions de travail. On n'a pas besoin de son accord et on n'a pas besoin de formalisme particulier. On pourrait effectivement imaginer qu'il faille avoir un avenant ou autre. Non, ce n'est pas un élément du contrat de travail, c'est un aménagement des conditions de travail. L'employeur peut revenir dessus à tout moment. La seule chose, c'est que, encore une fois, la loyauté, pour moi, signifie que le salarié soit au moins tenu informé des modalités d'organisation, et un courrier me semble être un minimum, un courrier ou un mail. Et donc là, on revient un peu sur ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que effectivement, dans le cadre du protocole sanitaire et à travers toutes les injonctions qu'on a pu recevoir de différents membres du gouvernement, effectivement, le télétravail est apparu aujourd'hui comme la norme pour tous les postes qui le permettent, et encore plus pour les salariés vulnérables. Mais on a quand même eu 2 positions récentes du Conseil d'État en référé et plus récemment sur la question même du télétravail en décembre dernier, nous disant bien et rappelant bien que le protocole sanitaire n'est pas contraignant juridiquement, hein, ça n'est pas un texte qui est opposable à proprement parler. Le Conseil d'État le définit comme ayant pour seul objet d'accompagner les employeurs dans leurs obligations d'assurer la sécurité et la santé de leurs salariés. Ça n'a pas vocation à se substituer à l'employeur dans l'évaluation des risques et donc dans la mise en place des mesures, ce qui veut dire que fondamentalement, si l'employeur, lui, pense que le télétravail n'est pas la solution et qu'il peut y en avoir d'autres, et parce qu'il a les moyens au sein de l'entreprise d'assurer la sécurité et la protection de ses salariés, on ne pourra pas venir le mettre en demeure de mettre en place du télétravail. Et c'est un point qui est repris dans le QR questions-réponses du ministère du Travail, c'est un point qui est dans le protocole sanitaire et c'est un point même qui est dans une circulaire du ministère adressée aux inspecteurs du travail dans le cadre de leur contrôle en disant ça n'est pas, bien sûr c'est la règle, mais on peut y déroger dès lors que la sécurité des salariés est assurée, encore plus puisqu'on prévoit une exception, notamment quand le salarié est en difficulté, en souffrance, manifeste le souhait de revenir. Si on voit qu'il n'y a pas d'autre solution que celle de le faire revenir sur site, il n'y a rien qui s'y oppose dès lors évidemment qu'on met tout en œuvre, les gestes barrières et autres, pour assurer sa sécurité. Donc, j'en ai terminé avec les modalités de mise en place, notamment d'un point de vue collectif, avec l'ensemble des dispositions obligatoires et le cadre que l'on doit définir impérativement dans l'accord ou dans la charte. Et au-delà de ça, effectivement, je voulais donc vous alerter sur des points de vigilance dans la mise en œuvre à proprement parler, qui pourra être plus ou moins définie dans le cadre de l'accord ou de la charte, mais qui pourra, même si ça n'est pas prévu expressément dans le texte, pour autant, ce sont des points sur lesquels il faudra être vigilant. On a l'égalité de traitement, on en a parlé, compte tenu du timing, je vais passer. Ensuite, on a toutes les règles de santé et sécurité et l'application de la réglementation des accidents du travail. J'aborde le point de l'aspect relatif aux aspects matériels, hein, sur les équipements, la mise en place effective, la sécurisation des données, et enfin la question de l'indemnité d'occupation du domicile et des frais professionnels. S'il y a des points sur lesquels vous voulez qu'on insiste plus que d'autres, n'hésitez pas. Hein. Mais sur l'égalité de traitement, simplement dire quand même que le salarié doit bénéficier du même droit qu'un salarié sur site. Donc, accès notamment aux infos syndicales, participation aux élections, même accès aux formations, même politique d'évaluation de rémunération, accès aux entretiens professionnels, etc., etc., même déroulement de carrière. Évidemment, on pourra tenir compte des spécificités, mais de manière toujours objective, et pas du seul fait que le salarié est en télétravail. Pour les questions de santé et sécurité, effectivement, le salarié, évidemment, en télétravail, a droit à la même protection qu'un salarié en présentiel, ce qui signifie
que le télétravailleur a droit d'être informé de la politique de l'entreprise en matière de santé et de sécurité au travail. Et fondamentalement, on pourrait, l'employeur devrait à minima visiter les lieux de travail. Et donc, évidemment, sur accord express et préalable du salarié, et même si ça peut présenter un caractère intrusif, c'est vrai que dans sa responsabilisation, l'employeur pourrait mettre la visite des lieux de travail comme étant une condition préalable obligatoire au passage en télétravail. Ce qui me choquerait pas du tout. Évidemment, je vous rassure ou pas, ça ne se fait jamais, mais il n'y a rien, à mon sens, qui s'y oppose. Et au contraire, je pense que ça serait une démarche très responsable. On a aussi une obligation de formation à la santé et sécurité des salariés. Et s'agissant des télétravailleurs et de leurs managers, on a tout un tas de formations qui pourraient leur être délivrées. L'accord interprofessionnel en rappelle certaines et insiste sur ce point de la formation des télétravailleurs, notamment sur toutes les problématiques relatives à l'ergonomie du poste, à l'aménagement de l'espace de travail, mais aussi à l'isolement et au droit à la déconnexion. Sur l'application de la réglementation des accidents du travail, c'est une réforme qui est issue donc, de l'ordonnance de septembre 2017, puisque depuis cette date, effectivement, l'accident qui est survenu sur le lieu où exercer le télétravail pendant l'exercice de l'activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident du travail. Donc, on est dès lors dans une présomption qui permet au salarié de déclarer l'accident qu'il va subir à son domicile comme étant un accident du travail. Et le salarié est dispensé d'établir la preuve du lien de causalité entre son accident et le contexte professionnel ou le fait qu'il était effectivement en activité professionnelle, ce qui impose à l'employeur de déclarer l'accident. Et ensuite, tenter, si possible, en tous les cas, de démontrer que cet accident ne pouvait pas avoir de lien direct avec l'exercice l'exercice des missions au domicile. Vous me dites si en termes de timing, on est trop juste ou si on est déserté. Non, on peut encore continuer. On a juste, nous, une visio après à 16h. Donc, on a encore un petit quart d'heure si on veut devant nous. On a Hervé qui a dû nous quitter parce qu'il enchaînait avec une autre visio lui aussi à 15h30. D'accord, très bien. Sur les contacts du télétravailleur avec l'entreprise, donc comme je vous l'ai dit, à minima, vous avez l'obligation d'organiser un entretien annuel qui porte notamment sur les conditions d'activité du salarié et sa charge de travail. Pour autant, le salarié peut lui-même solliciter des entretiens supplémentaires si sa charge de travail, notamment, apparaît incompatible avec le télétravail. Au-delà de ça, eh bien, effectivement, il y a nécessité quand même de prévoir des plages horaires applicables à tout contact habituel, que ce soit par téléphone, messagerie instantanée, messagerie électronique, fixer des journées de présence obligatoires dans l'entreprise, nécessairement avoir des journées en présentiel. Aujourd'hui, ce que l'on vit, ça n'est pas la règle. Prévoir effectivement possibilité d'avoir du présentiel, notamment sur les réunions, sur les formations, et définir des modalités de compte rendu d'activité, plus par objectif que spécifiques par tâche, qui parfois peuvent être fastidieuses et lasser rapidement les salariés. L'idée, de toute façon, c'est dans cette démarche d'avoir une action de sensibilisation des salariés, des télétravailleurs et des managers pour leur permettre effectivement de prendre en main cette modalité d'organisation du travail sans que ça soit subi et contraint, mais qu'au contraire, ils y voient une forme de challenge.
Sur les aspects matériels, effectivement, on le disait tout à l'heure, il appartient à l'employeur de fournir le matériel et les équipements, ordinateurs, logiciels, éventuellement voilà, les périphériques comme l'imprimante, et puis tous les consommables du coup, qui peuvent présenter un coût. La connexion Internet, alors ça c'est vrai que de nos jours, c'est quelque chose qui est pas, qui peut faire sourire parce qu'on a très peu de monde aujourd'hui qui n'est pas connecté à Internet de chez soi, mais pour autant, ça peut arriver, notamment dans certaines zones géographiques ou autres. Donc, si effectivement le salarié devait être contraint de s'abonner pour avoir une connexion Internet, eh bien, effectivement, ce sera à la charge de l'employeur. Pour les moyens techniques, on a tout un tas de recommandations, de questions-réponses établies par la CNIL qui sont très intéressantes, que vous pouvez retrouver sur le site de la CNIL, sur la sécurisation, la fiabilité, la confidentialité. Mais au-delà de ça aussi, la CNIL apporte aussi des précisions sur le respect de la vie privée, oui, des salariés. Et vous avez une question? Oui, non, mais je vous laisse finir au moins votre phrase. Ouais. Ta phrase. Sur le respect de la vie privée des salariés, dans la mesure où effectivement il y a quelques recommandations, parce qu'il y a quelques déviances aussi sur le suivi de l'activité des salariés, on peut avoir des logiciels qui suivent l'activité des salariés au regard de leur action sur le clavier. On a toute une précision de la CNIL sur l'absence d'obligation pour le salarié de connecter sa caméra de manière systématique, déjà quand il est en activité, mais même quand il est en réunion. Ce n'est pas une obligation, ça peut être une atteinte à la vie privée, notamment s'il n'a pas un espace de travail dédié, qui impliquerait nécessairement d'être dans un espace où il a peut-être des personnes de sa famille qui évoluent, donc leur permettre d'évoluer en toute sérénité. Donc tout ça, effectivement, je vous renvoie pour plus de précision sur le site de la CNIL. Oui. Alors, on a une question de Laurane. On a un salarié qui a fait une journée de télétravail pour faire sa réception de travaux, une demi-heure pendant sa journée. S'il avait été blessé lors de ce rendez-vous privé, ça aurait pu être considéré comme un accident de travail? Pour moi, non, puisqu'il vaquait à à ses occupations personnelles et que pour moi, l'exécution du contrat de travail a été suspendue. A priori, il en a informé l'employeur. Donc, c'est tout à fait défendable de dire qu'il n'était pas dans un lien de subordination avec l'employeur, il n'était pas dans le cadre de l'exécution de ses fonctions. Merci. Et évidemment, donc, comme je le disais tout à l'heure, sur la charte informatique, important de préciser les restrictions à l'usage d'équipements d'outils informatiques, les restrictions à l'usage des services de communication électronique, avoir une charte sur la déconnexion, sur le droit à la déconnexion, aussi rappeler les bonnes pratiques pour limiter les connexions hors temps de travail, limiter aussi les sollicitations, aussi bien des salariés quand on est manager ou des managers eux-mêmes en dehors des horaires de travail qui sont connus au sein de l'entreprise. Sur le domicile du salarié et sa conformité, donc, on en a parlé rapidement tout à l'heure. Le Code du travail n'apporte aucune précision sur les conditions d'exercice et notamment sur le problème de la conformité du domicile, notamment s'agissant des installations électriques. Alors, pour notre part, pour vérifier la conformité des installations, pour nous, il y a 3 possibilités. Soit vous faites intervenir un expert au domicile du salarié avec son accord et vous le prenez en charge. Donc ça, honnêtement, je l'ai très rarement vu. J'ai peut-être vu, voilà, je crois que je l'ai vu dans un accord chez Orange ou EDF, mais on a très très peu d'entreprises qui font cette démarche-là. Le salarié fournit une certification de conformité électrique et technique qui serait là encore à la charge de l'entreprise, hein, mais souvent on a des entreprises
des entreprises qui demandent à leurs salariés de fournir eux-mêmes cette certification à leurs frais. Et comme on est dans une demande et une démarche volontaire du salarié, effectivement, souvent les salariés acceptent. Et enfin, alors, ce que je n'aime pas, mais qui se fait et que l'on voit dans 80% des cas, c'est l'attestation sur l'honneur du salarié, comme quoi son installation est conforme. Mais à mon sens, pour être valable, le salarié doit au moins être informé sur les risques encourus en cas d'installation non conforme, dans la mesure où, dans cette hypothèse, sa responsabilité pourrait être directement engagée. Donc, ce qui me semble dire que dans cette hypothèse-là, le salarié n'oserait peut-être pas déclarer et attester sur l'honneur la conformité de son dispositif, d'autant plus que fondamentalement, par définition, un système électrique n'est jamais conforme, puisque à partir du moment où il est mis en conformité, il n'est déjà plus conforme. Donc, ça peut présenter rapidement une difficulté. L'indemnité d'occupation, je vais passer rapidement parce que le principe de l'indemnité d'occupation, c'est exclusivement dans l'hypothèse où on imposerait le télétravail aux salariés. Donc, l'employeur imposerait aux salariés de travailler de son domicile ou l'hypothèse où le salarié serait volontaire, ça ne serait pas la question, mais du coup, on n'aurait plus de local professionnel à mettre à sa disposition. Donc, il n'aurait plus de bureau à sa disposition. Donc, bien que ça puisse vous alerter sur la situation exceptionnelle que l'on vit actuellement, puisqu'on impose actuellement aux salariés d'occuper leur domicile, on peut considérer qu'en cas de circonstances exceptionnelles, ce principe ne s'applique pas. Mais ayez en tête que dans l'hypothèse où vous auriez en projet de réduire vos espaces de travail et d'imposer aux salariés de travailler de chez eux, dans la mesure où vous n'auriez pas la place disponible dans les locaux, dans cette hypothèse-là, le salarié sera en droit de réclamer une indemnité d'occupation. Donc, c'est vrai que nous, ce qu'on préconise dans l'accord ou dans la charte, de toujours prévoir le caractère volontaire du travail, le fait qu'il y a toujours un local, un lieu de travail, un bureau ou un espace de travail qui est mis à disposition du salarié dans les locaux de l'entreprise, pour permettre effectivement d'attester qu'on n'est pas dans un cadre qui justifierait pour le salarié de réclamer le paiement d'une indemnité d'occupation. Et cette indemnité d'occupation, elle diffère effectivement de la prise en charge des frais professionnels à proprement parler. En 2017, quand le texte est sorti et a été intégré dans le Code du travail, tout le monde a dit « Hurrah, il n'y a plus d'obligation de prendre en charge les frais professionnels ». Effectivement, les frais engagés par le télétravailleur, il n'y a rien qui le dit expressément dans le Code du travail que l'employeur doit les prendre en charge. Pour autant, est-ce que nécessairement l'employeur ne doit pas prendre en charge les frais que le salarié engage pour le compte de l'employeur? Eh bien, je vous dis oui. Tous les frais qui découlent directement du télétravail, matériel, outils, logiciels, consommables, tout ça, je l'ai dit, c'est une obligation de droit commun, c'est à prendre en charge. Et puis après, sur les frais indirects, effectivement, il y a une vraie question sur la prise en charge, notamment quand, effectivement, jusque-là, on n'avait pas de souci, mais sur l'électricité, quand on voit qu'il fait un froid incroyable en ce moment et que les salariés, s'ils sont 5 jours par semaine à leur domicile, chauffent nécessairement un peu plus leur domicile que ce qu'ils avaient peut-être l'habitude de faire habituellement, ça a des conséquences sur leur charge et ça va être compliqué pour l'employeur d'aller se défausser en disant « mais attendez, moi, il n'y a rien de prévu dans l'accord, il n'y a rien de prévu dans la charte, moi, je ne prends en charge aucun frais ». Dans cette hypothèse, l'intelligence faudrait soit effectivement de prendre en charge, puisque l'URSSAF le permet, les frais au réel, mais là, c'est sur justificatif et il faudrait effectivement que les salariés peut-être vous produisent un comparatif entre la facture de décembre 2019 et la facture de décembre 2020 pour que vous voyez, je parle de l'électricité, pour que vous voyez l'écart et que vous accordiez effectivement, vous indemnisiez la différence. Mais au-delà de ça, l'URSSAF admet, donc c'est une tolérance qui n'a pas de base ni légale ni autre, une tolérance de l'URSSAF qui admet effectivement une indemnisation forfaitaire sans justificatif à hauteur de 10 € pour un jour par semaine télétravaillé, donc soit 50 € maximum par mois, dans l'hypothèse où le salarié télétravaillerait l'ensemble des jours de la semaine.
Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Je me suis un peu précipitée sur la fin. Oui. On a 2 questions encore, Caroline. Oui. Si le travail est mis en place ponctuellement à la demande du salarié, l'employeur est-il obligé de prendre en charge les équipements informatiques? Alors, vous pouvez recommencer, Oui. s'il vous plaît. Si le travail est mis en place ponctuellement à la demande du salarié, l'employeur est-il obligé de prendre en charge les équipements informatiques? Non, enfin, idéalement, oui, mais aussi pour une question de sécurité, hein, effectivement, notamment des données, etc. Si le salarié utilise son matériel personnel, ça peut aussi présenter un risque en termes de sécurité des données. Pour autant, effectivement, de manière ponctuelle, on peut accepter que ce soit le salarié qui utilise son matériel personnel, mais dans cette hypothèse, on pourrait lui devoir une indemnisation pour autant. C'est pas incompatible. Mais s'il est en demande et que comment dire, s'il est en demande et que la condition que vous fixez, c'est OK, mais dans ce cas-là, vous utilisez votre matériel personnel et je ne pourrai pas prendre en charge d'indemnisation, de frais. Bon, bah, écoutez, moi, ça me semble jouable. C'est un contrat que vous passez avec le salarié. Il est en demande, vous l'acceptez à condition. C'est parfaitement jouable. Oui. Et la dernière question, concernant le contrôle des heures effectuées en dehors des temps où le salarié est connecté, faut-il faire signer des feuilles de temps, des feuilles de présence, je pense, en sachant que l'accord de l'employeur est nécessaire pour les heures sup? Peut-on considérer que le salarié est à la disposition de l'employeur sans preuve? Alors, j'avoue que j'ai beaucoup de questions dans la même question, mais si je synthétise concrètement, on doit raisonner de la même manière. Je ne sais pas si ça vous aide, mais pour le télétravailleur et pour le salarié en présentiel. Donc, si vous voyez qu'il est connecté, eh bien, vous devez faire le même travail que pour le salarié que vous voyez dans son bureau encore à 20 heures alors qu'il devait être parti depuis 18 heures. C'est la même démarche. Effectivement, les heures supplémentaires ne sont réalisées qu'à la demande expresse et formalisée de l'employeur. Mais s'il s'avère que de manière régulière, le salarié fait des heures sup, soit ça veut dire qu'il est en insuffisance professionnelle et qu'il met du temps à faire un travail que d'autres sont capables de faire dans les temps, soit c'est qu'il a trop de travail. Mais il faudra effectivement se positionner pour lui demander soit d'arrêter de faire des heures supplémentaires parce que ce n'est pas productif, soit de réorganiser sa charge de travail pour lui permettre de terminer dans les temps. Je ne sais pas si j'ai répondu à toute la question. Pardon, j'avais oublié de remettre mon micro. J'ai bien compris comment agir. Parfait. Bon, bah, super. Alors, on va prendre une dernière question. Ça sera la dernière, Nathalie, puisque on a une autre visio qui va démarrer à 16h. Comment faire lorsque le salarié a un poste où la connexion informatique n'est pas régulière? Ah ben, ça, c'est un souci. Donc, ça peut être une raison pour mettre fin au télétravail. Si on n'a pas de connexion permanente et qu'on a surtout un souci sur la ligne et qu'on ne peut pas s'assurer que le salarié soit en mesure de travailler de manière permanente, effectivement, ça peut être une raison pour y renoncer de manière anticipée. Ça serait justifié et légitime en tous les cas. Sauf si vous avez un réseau et les moyens de faire les travaux nécessaires pour que ça n'arrive plus, effectivement, ça peut être aussi une solution. Mais sans aller jusque-là, effectivement, on peut aussi juste demander aux salariés de revenir sur site. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Vous avez été tous hyper présents et hyper actifs dans votre questionnement cet après-midi. Et ben, du coup, tout le monde dit merci, c'est génial. Peut-on avoir la présentation? Donc, vous retrouverez le replay dès demain je vais vous mettre le lien tout de suite. Je suis désolée, je ne l'ai pas fait encore. Et
vous retrouverez également la présentation juste en dessous. Je vous l'enverrai, parce que Oui. vous ne l'avez pas du coup. Hein. Exactement. Ouais. Je vous l'envoie, pas de souci. Donc, vous la retrouverez, je vous disais, dès demain. Donc, on va remercier Caroline maintenant pour sa super présentation. Merci à vous. Vous étiez assez nombreux. Et je vous retrouve pour ma part vendredi pour la prochaine visio. Vendredi matin. On a fait un peu plus soft cette semaine parce que la semaine dernière, on avait repris sur les chapeaux de roue avec 4. Et puis, vous retrouvez de toute façon tout le planning sur www.upe06.com dans l'agenda. Vous retrouverez tout ce qui arrive en sachant que vous recevez tous les jours les rendez-vous du mois. Il y a ceux de février qui arrivent. On a rajouté... non, on n'a rien rajouté en fait. On vous les remet tout simplement avec les liens d'inscription. C'est en janvier où on vous a rajouté une date puisqu'on a les rencontres économiques et territoriales qui reviennent après ceux du mois de décembre, fin janvier. Voilà, et bien en tout cas, je vous remercie à tous. Je vous ai mis le lien pour le replay que vous retrouverez dès demain. Et tout le monde vous remercie Caroline. En tout cas, merci Maître pour cette présentation très claire. Bonne fin d'après-midi à toutes et à tous. Merci à tous pour votre attention et votre participation. Ah bah c'est vous. Eh bien, ok. Dis tout, moi. Oui, c'est bien. Merci à vous en tous les cas. Et écoutez, bonne continuation. Et pour ce début d'année en tous les cas, et puis en espérant qu'on se retrouve en présentiel rapidement. On l'espère tous en tout cas, nous les premiers. J'imagine. À très bientôt. À très bientôt, merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.